Très bien. Bonsoir à toutes et tous au Palais de Rumine et puis également voilà, les personnes qui nous suivent online ce soir. C'est voilà, un réel plaisir de vous inviter, de vous voir nombreuses et nombreux à cette conférence de la Société vaudoise des sciences naturelles. À la SBSN, on a l'habitude d'organiser d'inviter des conférenciers, des conférencières passionnés qui viennent partager leur expérience, leur savoir, leur connaissance. Cette fois-ci, on a une activité qui va un petit peu au-delà de ce simple partage de connaissances parce que on va avoir une conférence qui crée des ponts entre les connaissances scientifiques, les enjeux économiques, politiques et puis également sociaux. Ça ouvre également les frontières géographiques et linguistiques également parce que on a notre conférence ce soir qui s'intègre dans les priorités stratégiques de l'Académie suisse des sciences naturelles, la SCNAT, et des sociétés cantonales. En effet, cette année, la SCNAT a 3 thèmes stratégiques. Il s'agit des changements climatiques et la transition énergétique, avec les conflits d'objectifs entre le développement des énergies renouvelables et la promotion de la biodiversité et la qualité du paysage. La biodiversité, pour laquelle la Suisse est encore loin d'atteindre ses objectifs, et également les images d'avenir d'une Suisse net zéro, qui permettrait de contribuer à une communication constructive sur le climat. Et l'un des buts de ce thème, c'est de montrer qu'un engagement pour une Suisse climatiquement neutre en vaut la peine et représente une chance pour l'ensemble de la société. Donc, je pense qu'on va avoir plein de messages ce soir qui vont, j'espère, dans cette direction. Je pense que comme vous tous, je suis impatient d'entendre Julia Steinberger nous parler ce soir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Jean-Michel Fallot, qui s'occupe du dicaster des climatologie et météorologie. Merci. Merci Julien. Donc effectivement, je m'appelle Jean-Michel Fallot et je suis donc responsable du nouveau dicaster climatologie et météorologie qui a été créé dans la Société vaudoise des sciences naturelles il y a environ 2 ans, parce que le climat, la météo et le changement climatique sont des thématiques qui intéressent et préoccupent beaucoup de monde. Et dans le cadre de ce dicaster, j'avais organisé une première activité l'automne passé avec la visite de la station de météo suisse à Payerne. Et pour cette deuxième activité, ce soir, et première conférence, j'ai invité ma collègue, ou plutôt ex-collègue, de l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne, donc la professeure Julia Steinberger, pour donner une conférence sur le changement climatique. Et elle a aimablement accepté, et je la remercie encore beaucoup pour cela, parce que son temps est très précieux. Donc plusieurs d'entre vous connaissent déjà Julia pour ses études scientifiques et son engagement pour la cause climatique. Alors je ne vais pas énumérer en détail son CV impressionnant, parce qu'il faudrait presque une conférence pour cela. Je dirais simplement qu'elle a suivi un parcours original, en commençant sa carrière dans le domaine des sciences dures aux États-Unis, avec l'obtention d'un bachelor en mathématiques et en physique en 1996 à l'université de Rhode Island, puis avec l'obtention d'un doctorat en physique expérimentale dans le prestigieux MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, en 2004. Elle a ensuite bifurqué vers les sciences économiques et sociales, en travaillant dans les domaines de l'écologie industrielle, puis de l'écologie économique, et enfin de l'économie politique hétérodoxe. Et elle a ainsi suivi des stages post-doc à l'Université de Lausanne et à l'Université de Zurich en 2006 et 2007. Elle a ensuite travaillé comme chercheuse avancée à l'Université de Klagenfurt en Autriche de 2007 à 2010. Et ensuite à l'Université de Leeds au Royaume-Uni depuis 2011, d'abord en tant qu'enseignante, puis ensuite en tant que professeure. Et de retour en Suisse, elle a été nommée en août 2020 professeur ordinaire sur les enjeux sociétaux du changement climatique à l'Institut de géographie et durabilité de Lausanne, où je l'ai côtoyé jusqu'à mon départ à retraite en août 2023. Alors elle a au moins 85 publications à son actif, sous la forme d'articles scientifiques parus dans des revues internationales ou d'ouvrages divers, et elle a obtenu de nombreux subsides pour ses recherches, et en particulier un financement de 10 millions d'euros
pour un gros projet ERC Synergia européen sur les économies post-croissantes qu'elle co-dirige avec 2 professeurs de l'Université de Barcelone. Donc, de par son parcours professionnel à travers le monde, elle a acquis de grandes connaissances et compétences dans les sciences dures, humaines et économiques qui lui sont fort utiles pour étudier le changement climatique, une autre thématique dans laquelle elle s'est beaucoup investie par les études scientifiques et aussi par des actions sur le terrain visant à sensibiliser la population à l'urgence climatique. Et elle a notamment participé activement à la rédaction du 6e rapport du GIEC, donc le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, abrégé IPCC en anglais. Donc depuis 1990, le GIEC publie tous les 6 ou 7 ans de gros rapports de plusieurs milliers de pages qui font une synthèse sur l'état de la recherche et sur les études menées sur le changement climatique à travers le monde. Et le 6e rapport du GIEC, paru en 2021 et 2022, comprend 3 tomes. Un premier tome sur les bases scientifiques du changement climatique, un deuxième tome sur les impacts, les incidences et la vulnérabilité face au changement climatique, et également l'adaptation face au changement climatique, et un 3e tome sur l'atténuation, c'est-à-dire sur les moyens d'atténuer le changement climatique lié aux activités humaines. Et donc, vu son implication dans ce rapport et ses connaissances, Julia a proposé de faire pour cette conférence un survol sur l'état des connaissances et sur les moyens d'atténuer le changement climatique à partir des principaux résultats décrits dans ce 6e rapport du GIEC, comme vous pouvez voir sous le titre ici. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole en vous souhaitant une bonne conférence. Merci. Merci Jean-Michel. Alors, je pense que mon propre micro fonctionne. C'est correct? Oui, vous m'entendez? Tout va bien? Super. Alors, on va commencer et puis je vais faire un survol. Et je suis très très contente qu'il y ait des collègues qui en sachent plus que moi sur certains aspects, parce que c'est clair que personne n'a l'expertise totale sur tout ce que je vais vous montrer, certainement pas moi. Donc je vais essayer de vous expliquer tant bien que mal, et puis ensuite on pourra avoir une discussion, et quand je ne saurais pas comment répondre, je vous dirai, allez regarder le rapport lui-même, c'est certainement expliqué là-dedans. Donc tout ce que je fais, et puis l'autre point, quand il y a ce genre de sigle en haut, ou avec IPCC en haut des slides, ça veut dire que ce sont des slides avec des informations du GIEC. Normalement je ne parle pas au nom du GIEC, mais là je vais essayer de me tenir aussi proche que possible au contenu des rapports. Quand il y a des slides qui sont blancs, où il n'y a pas ces sigles en haut, c'est d'habitude des choses qui viennent depuis le rapport, donc qui sont plus récentes, ou qui sont ma perspective dessus, quelque chose que j'ai rajouté. Donc c'est juste une question de clarification. J'essaierai de le dire, mais au cas où, visuellement, comme ça on peut le voir, juste pour être clair, qu'est-ce qui est dans le rapport du GIEC et qu'est-ce qui n'est pas. Ok. Alors, voilà. Ça, je pense qu'on l'avait déjà dit. Alors, je vais d'abord juste commencer par expliquer ce qu'est le rapport du GIEC et ce qu'il n'est pas. Alors, le rapport le GIEC en lui-même, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc en français, et en anglais c'est IPCC, et c'est un groupement de scientifiques qui internationaux, qui sont experts sur ces questions, diverses questions du réchauffement climatique. C'est un groupement de scientifiques, donc c'est vraiment juste un groupe de scientifiques de plusieurs centaines, presque 1000, qui est mandaté par l'ONU. Donc l'ONU nous donne le job, et nous ensuite on doit faire ce job tant bien que mal. Et le groupe de l'ONU qui mandate le GIEC, ça, à nouveau, alors on rentre dans un univers d'acronymes complètement délirant. L'acronyme là, c'est le CCNUCC ou UNFCCC en anglais. C'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc le rôle principal du GIEC, qui est donc mandaté par le UNFCCC, autre acronyme en français, c'est d'écrire des grands rapports de synthèse sur l'état des lieux de la connaissance scientifique. Donc il faut, pour les décideurs, pour les médias, pour le grand public, on ne peut pas leur demander d'aller lire des milliers d'articles et de se faire une idée de ce qu'est l'état des lieux de la science. Donc ça, c'est le rôle du GIEC. Donc nous sommes censés aller lire des articles et faire des résumés de synthèse. Et nous avons aussi un rôle de communiquer l'état des lieux de la science aux décideurs, au public et aux médias. Et c'est ce que je suis. Donc là, je suis dans mon rôle d'auteur du GIEC de faire ce job. On devrait tous faire ce job, non seulement d'écrire les rapports, mais aussi de faire de la communication.
souvent, il y a une confusion en fait entre ces deux organes, entre le GIEC lui-même et la Convention cadre des Nations Unies. Pour faire court, le GIEC c'est la science, la Convention cadre c'est la diplomatie. Donc le GIEC ce sont les experts scientifiques et le CCNUCC c'est une convention de l'ONU qui est constituée des États. Et qui s'occupe de la diplomatie des accords climatiques, notamment les COP, donc les différentes conférences des parties qui existent annuellement. Donc le GIEC n'a rien à voir avec les COP. Souvent on dit « Ah mais le GIEC, pourquoi vous faites pas ça ou ça à la COP ?» Parce que c'est pas notre job. Nous on n'a rien à... On peut y aller, mais certainement qu'on nous écoutera pas. Voilà. Par contre, le GIEC et le CCNUCC se rencontrent à 2 reprises pendant les rapports. Lorsqu'il faut dire quel est le cadre des rapports, lorsque le mandat est décrit, et lorsque le résumé pour décideurs est décidé, là c'est quelque chose qui est décidé ligne par ligne, où les États doivent dire s'ils sont d'accord ou non que cette phrase apparaisse dans le résumé pour décideurs, car ce résumé pour décideurs est accepté par les gouvernements. Ça devient quelque chose où tous les gouvernements se sont mis d'accord que ce document était pour eux valable. Ce qui a une certaine force, mais ça veut dire qu'il y a aussi des tensions lorsqu'on doit décider de ce résumé pour décideurs, et ça donne lieu à des négociations qui sont parfois difficiles. Le GIEC a commencé, donc l'historique, c'est qu'il a commencé à la fin des années 80, et il y a depuis eu plusieurs rapports différents, donc à chaque fois le 4, le 5, maintenant nous sommes dans le 6. Et je ne veux pas décrire ce qui se passe là-dessus parce que ça prendrait trop de temps. Le processus du rapport est assez long et complexe. Ça prend plusieurs années pour écrire un rapport parce qu'il faut d'abord écrire ce qu'on veut mettre dedans, les contenus qu'on aimerait mettre dedans, avec certaines références principales. Et il y a à chaque fois, il y a trois versions de review. C'est-à-dire qu'on reçoit des commentaires à différentes étapes de l'écriture du rapport, des commentaires de milliers d'autres experts au monde. Donc, nous ne sommes pas seuls à écrire ce rapport. Nous avons aussi des personnes qui ont une autre expertise, des autres scientifiques, et à un certain moment aussi les gouvernements qui peuvent donner leur expertise et leurs commentaires. Et à chaque fois, nous devons y répondre de manière transparente. Ensuite, on peut avoir, si vous demandez au GIEC d'avoir ces documents où il y a à la fois les commentaires et les réponses, vous pouvez les avoir. Donc, pour voir exactement comment on a répondu aux critiques ou aux suggestions. Alors, le 6e rapport de synthèse, qui est le rapport actuel dont je vais vous parler, en fait, il est constitué de 7 rapports. 3 rapports spéciaux, 3 rapports des groupes de travail et la synthèse du tout. Donc, le premier rapport, c'était le rapport spécial sur 1,5 degré, dont beaucoup de personnes ont entendu parler en 2018. Mais il y a eu 2 autres rapports spéciaux aussi très importants sur les océans et la cryosphère, donc sur l'eau, et sur les terres. Donc ces 2 rapports spéciaux supplémentaires. Ensuite, le groupe de travail 1 sur la science physique, sur les impacts et sur l'atténuation. Les 3 rapports d'évaluation, donc ces 3-là, ont contenu 721 scientifiques de 90 pays. Donc ça, c'est un petit peu l'équipe totale. Ça se divise de manière assez équitable entre les rapports. Là, justement, j'ai le 3e rapport. Donc celui dont j'ai fait partie, nous étions 278 auteurs de 65 pays, un certain partage, je dirais pas complètement équitable, mais quand même entre pays en voie de développement et pays développés, 99% de femmes, ce qui était un grand progrès. Et nous avons regardé plus de 18 000 articles scientifiques à l'intérieur de ce rapport, avec plus de 59 000 commentaires à répondre pendant l'écriture de ce rapport. Donc ça, c'est un petit peu notre travail. Le GIEC, et c'est très important, ne fait pas de science originale lui-même. Notre seul job, c'est de lire ce qui existe et d'en faire un résumé où les personnes expertes peuvent s'y retrouver. Où personne d'autre ne lirait les mêmes articles que nous et dirait qu'on a écrit n'importe quoi en résultat. Le GIEC, ça ressemble aussi à ça. On a commencé en présentiel. Mais le Covid est intervenu là-dedans et très vite nous avons appris que même avec des centaines de scientifiques nous pouvons travailler par Zoom et nos réunions au départ c'était dur. Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant les premiers jours du Covid, moi c'était une réunion du GIEC
Et puis, ils n'avaient pas fait de pause pipi, pour dire les choses très simplement. Et on a dû demander, supplier, s'il vous plaît, faites des pauses de 5 minutes entre blocs de 3 heures. Parce qu'on n'y arrive plus, tout le monde était scotché devant leur ordinateur. Et on a dû faire une demande spéciale. OK. Le rapport du GIEC n'est pas le rapport le plus... une famille de rapports très importants, entre autres parce qu'ils ont cette force d'être acceptés, accueillis par les gouvernements. Donc le gouvernement suisse ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord ou qu'il n'a pas connaissance du résumé pour décideurs du rapport du GIEC. Mais il existe d'autres rapports d'équipes de scientifiques qui sont aussi très importants. Les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, le UNEP Emissions Gap Report, qui est beaucoup moins connu, mais pour ma part très important, très intéressant, et qui a le mérite d'être produit annuellement. Et plus récemment, le Global Tipping Points Report sur les points de bascule dans le système Terre, dont le GIEC parle probablement trop peu. Ce rapport est sorti en novembre de l'année passée. Si j'ai bien vu, il n'a fait aucune vague dans les médias, mais en gros, il explique que les points de bascule dans le système Terre arrivent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, à des niveaux de réchauffement beaucoup plus bas, et qu'ils constituent des grands risques des risques existentiels pour la stabilité des sociétés humaines. OK. Alors, avant de plonger dans un rapport scientifique avec tous les résultats, et puis je vais essayer en plus d'aller assez rapidement. Je voulais juste faire un petit peu de recul, parce que ça, c'est quelque chose moi, j'avais jamais appris. C'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, dans ce système climatique. Dans ce graphique, on a l'axe vertical, c'est la différence de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc 0, c'est l'ère pré-industrielle. Et ensuite, on a les années. Ça, c'est notre ère présente, ici. Et ensuite, on va des kilo-années. Donc ça, c'est 100 000 ans avant l'ère présente, 300 000 ans, 1 million d'années, 5 millions d'années, 60 millions d'années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat dans lequel nous avançons est un climat qui n'a pas existé depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'avant l'Holocène, c'est-à-dire les dernières 10 000 à 12 000 années, depuis la dernière ère glaciaire où nous avons développé tout ce qui est agriculture, une très bonne époque pour l'espèce humaine, nous avions des ères glaciaires qui étaient assez nulles en fait, pour nous, pas très bien, mais que dans le passé plus lointain, la température a remonté. Donc la planète était beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est actuellement, et que nous pouvons projeter les modèles climatiques qui sont montrés ici, nous pouvons les comparer à l'état de la planète dans le passé. Et ce que cette étude a démontré, c'était des collègues à Leeds, quand j'étais là-bas, c'est que nous sommes en train de remonter dans le temps de la planète. D'ici 2030, nous serons dans une atmosphère climatique, dans un climat que la planète n'a pas vu depuis 3 millions d'années, sur notre trajectoire actuelle. Ou d'ici 2040, si nous diminuons nos émissions très rapidement, le genre humain homogeneous n'existe que depuis 2 millions d'années. Donc ça nous donne un petit peu, donc à 3 millions d'années, c'était Australopithèque environ, c'est quelque chose qui ne nous ressemble pas. D'ici 2150, sur notre trajectoire actuelle, ce serait remonter cette échelle de température géologiquement à 50 millions d'années. À l'époque, les trucs qui ressemblaient à des humains, c'était un petit peu notre ancêtre commun avec plein d'autres choses. Donc c'est juste pour dire le temps long aussi de l'évolution. Les écosystèmes, les espèces n'ont aucune chance de s'adapter à des changements aussi rapides. Donc ça, c'est juste un point important par rapport à la rapidité des changements. OK. Alors, avançons sur le premier groupe de travail. Je vais me déplacer ici parce que j'en ai marre de tourner ma tête de ce sens-là. Alors, et puis on va faire aller assez rapidement et on pourra revenir en arrière si nécessaire, si vous avez des questions. Donc, en gros, donc le premier groupe de travail mesure le réchauffement de la planète. Donc, on mesure qu'il y a eu un certain réchauffement, on va dire d'environ 1,1 degré depuis 1850, donc depuis le début de l'ère industrielle, et que cette totalité du réchauffement observé est due aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quelque chose que le groupe de travail 1, qui comprend la science physique, peut dire de manière très juste. On peut le représenter non seulement au niveau global, ça c'est les warming stripes, mais aussi au niveau des différents endroits, des différents pays. Donc ça, c'était juste pour illustrer à quoi ça ressemble pour le globe, l'Europe et aussi pour la Suisse. Le groupe de travail 1 est capable de dire que la concentration de CO2 est la plus élevée qu'elle a été depuis au moins 2 millions d'années. Donc ça correspond
au slide du temps long dont je vous ai parlé. La montée du niveau des mers est la plus rapide depuis 3000 ans. La surface de la banquise arctique est réduite depuis au moins 1000 ans. Et le recul des glaciers est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Donc, ce genre de comparaison avec ce qui s'est passé avant, ça fait partie du job du groupe de travail 1. Ça, c'est le fait que ce réchauffement observé est dû aux activités humaines. Donc, le groupe de travail 1, grâce à sa compréhension de la physique de la planète, a une compréhension très fine des différentes causes. Donc, on a les émissions de gaz à effet de serre qui nous amèneraient à 1,5 degré, mais on a aussi une pollution de particules qui s'appelle les aérosols, qui diminue le réchauffement, et du coup le total de l'influence humaine se trouve exactement au même niveau que le réchauffement qui est mesuré. L'influence humaine est le principal facteur de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules extrêmes, du réchauffement de l'océan depuis les années 1970 et depuis de son acidification. Alors, l'acidification des océans, je pense qu'on en parle trop peu. C'est un phénomène très important qui n'est pas dû au réchauffement du climat, mais qui est simplement dû à, je suis désolée, à la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui se dissout ensuite dans les océans. Environ, grosso modo, la moitié du CO2 qui est émise se dissout dans l'océan et simplement acidifie en se ionisant, donc processus normal chimique, acidifie très fortement les océans, ce qui pose déjà problème pour certains crustacés, par exemple. Il y a certains crustacés qui sont simplement voués à extinction, simplement parce que l'océan est trop acide pour leurs coquilles. Donc on mesure très bien l'acidification de l'océan, et de ce changement, on a des changements visibles dans les zones gelées de la planète, recul global des glaciers, baisse de la banquise arctique et diminution du manteau neigeux des printemps. Donc tout ce genre de conséquences, on peut les attribuer, le groupe de travail 1 et la science qui est résumée là-dedans peut les attribuer aux causes humaines et au réchauffement climatique. Donc pour l'avenir, à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. Ça, c'est aussi une conclusion du groupe de travail 1. Et ça, c'est un résultat très important. En fait, au niveau scientifique, c'est très basique, mais c'est un résultat d'une force très importante. C'est-à-dire que le groupe de travail 1 peut démontrer selon l'accumulation du CO2, les émissions accumulées du CO2 depuis 1850, où on va se retrouver en termes de température. Selon si nos émissions sont très basses, on restera plutôt autour des 1,5 degrés. Si elles sont intermédiaires, ce sera plutôt autour des 2. Si elles sont plus élevées, ce sera autour des 3, etc. Et donc, on a vraiment cette relation très, très robuste entre les émissions accumulatives et la température de réchauffement de la planète. Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la planète de multiples façons, et bien sûr ce changement va s'accentuer plus nous allons en avant plus la température continue à augmenter. Alors, chaleur, donc quelles sont certaines des grandes catégories? Il y a certaines grandes catégories d'impact de changement de conditions que nous pouvons attribuer au réchauffement climatique et que le groupe de travail 1 décrit. Donc les chaleurs extrêmes à la fois plus fréquentes et plus intenses, les canicules, les fortes précipitations plus fréquentes et plus intenses. Au cas où j'oublierais de le dire dans l'avenir, je vais le dire tout de suite, la relation entre les précipitations extrêmes et le réchauffement climatique est archi simple. Bon, les canicules aussi, vous me direz. Parce que si on réchauffe, on aura aussi des canicules. Mais les précipitations extrêmes, c'est un phénomène physique tout simple. Pour chaque degré que l'atmosphère a de plus, l'humidité que peut porter cette atmosphère augmente de 7%. Donc plus on réchauffe l'atmosphère, plus l'atmosphère peut être engorgée d'eau et verser cette eau tout à coup. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, à chaque endroit du monde, vous avez vu les photos en Italie, en Allemagne, en Belgique, parfois en Suisse aussi, on se retrouve avec des énormes inondations très très soudaines qui n'étaient pas du tout fréquentes
dans les années 1950, 70, 80, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ne va que continuer dans cette direction. Les sécheresses, conditions météorologiques, et ça, c'est dans certaines régions. Les canicules, c'est partout, mais les sécheresses, c'est seulement dans certaines régions. Les conditions météorologiques propices aux incendies, bien sûr, si on a sécheresse plus chaleur extrême. Et bien sûr, souvent, les pluies arrivent juste après la sécheresse et le feu, ce qui fait que tout est déblayé et qu'on a des énormes lavées de boue. Et les océans sont touchés par le réchauffement, par l'acidification et aussi par la perte d'oxygène. Quelque chose qui est intéressant, c'est que le groupe de travail 1, il peut aussi non seulement décrire les moyennes et de façon générale les catégories d'événements extrêmes qui sont associés au réchauffement climatique, mais il peut aussi décrire leur fréquence. Alors ça, par exemple, ce sont des modélisations et en particulier en Suisse, il y a des climatologues qui font ce genre de travail, par exemple Sonia Seneviratne, à l'ETHZ. Alors, par exemple, une canicule qui aurait eu, donc ère pré-industrielle plus ou moins, une fréquence d'une fois tous les 10 ans, à 1 degré de réchauffement, ce qui est déjà dans notre rétroviseur, aurait une fréquence de 3 fois tous les 10 ans. À 1,5 degré, ce qui est beaucoup plus proche de notre réalité actuelle, ce serait 4 fois tous les 10 ans. À 2 degrés, c'est 6 fois. À 4 degrés, c'est 9 années sur 10. Donc on voit que c'est non seulement la moyenne qui augmente, mais vraiment la fréquence des événements extrêmes, qui deviennent en fait la norme. Ensuite, une autre nouveauté de ce premier groupe de travail, c'est qu'ils ont réussi à désagréger ces impacts et leurs probabilités de par le monde. Et ce qui est très très fort, c'est que vous pouvez regarder des chapitres pour chaque région du monde qui décrivent ce qui va se passer dans chaque région du monde. Donc l'information climatique régionale devient de plus en plus fine. Mais pourquoi ils ont dû mettre la carte du monde avec des hexagones? Ça, c'est une autre question. Ceux-ci sont des cartes du monde. L'Amérique du Nord ici, l'Amérique du Sud là, l'Afrique, l'Europe, l'Eurasie. Ok, vous voyez plus ou moins de quoi on parle. Ça, je crois que c'est l'Australie. Ok. Alors, donc l'Europe de l'Ouest, ça c'est nous, où la Suisse se situe, c'est cet hexagone-là. Et ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que les canicules sont plus probables, plus ou moins partout dans le monde. Donc le rouge veut dire que les canicules sont exacerbées par le réchauffement climatique. Les précipitations intenses aussi, mais la distribution géographique est beaucoup moins uniforme. Par contre, l'Europe de l'Ouest est de nouveau très touchée. Les sécheresses, de nouveau, la distribution géographique n'est pas uniforme, mais par contre, l'Europe de l'Ouest est aussi touchée. Donc, malgré le fait qu'on entend souvent dire, certains politiciens, politiciennes de certains partis, dire que la Suisse, de toute façon, ne sera pas touchée par le réchauffement climatique, le contraire est la réalité. Nous sommes dans une région que nous savons actuellement est touchée par les 3 grandes catégories d'événements extrêmes dus au réchauffement climatique. Et si vous êtes intéressé, je vous recommande ce site World Weather Attribution, qui a par exemple des guides pour journalistes qui sont assez intéressants. On a aussi des évolutions par rapport aux montées de la mer, mais je vais passer là-dessus. Et puis je vais passer là-dessus parce qu'en plus ça fait super peur. Ok, top. On continue. Voilà. Ok, deuxième groupe de travail, on y arrive. Alors, non en fait, je vais quand même vous parler du glacier parce qu'il est intéressant. Alors, la montée de la mer, la montée de la mer, c'est quelque chose où la montée de la mer, c'est quelque chose sur un temps long. L'augmentation de la température, nous pouvons la stopper. Si nous stoppons l'utilisation des énergies fossiles et nos émissions, la température se stabilise assez rapidement. Par contre, la montée des océans continue. Donc, c'est-à-dire que même à des températures assez basses qui sont indiquées ici, les océans sont quand même attendus à monter de manière assez conséquente et avec en plus la probabilité, on la maîtrise pas très bien. Donc, en fait, il faut préparer les zones côtières à être inondées plus ou moins quoi qu'il arrive, mais sur un temps de plusieurs décennies, pas de plusieurs années ou plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Parce que là, on est quand même autour des, par exemple, des 2000, 2300, etc. Donc là, on peut se dire qu'on a le temps de voir venir. Par contre, la très mauvaise nouvelle, c'est que des changements abrupts ne peuvent pas être exclus. Par exemple, on a des énormes glaciers en Antarctique qui peuvent tomber tout à coup.
Et par exemple, il y en a certains, par exemple Thwaites, je crois que Thwaites, ça correspond à environ 5 mètres d'augmentation du niveau des océans. C'est un truc énorme. Et ça peut se passer plus ou moins du jour au lendemain, et c'est en train de se fragiliser beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Autre mauvaise nouvelle, on a aussi des indications de la fragilisation du courant de circulation nord-atlantique, qui est beaucoup plus fragile à un niveau de réchauffement plus bas qu'on ne le pensait. Et puis là, les conséquences, par exemple pour l'Europe, elles sont juste inconcevables, parce que ce courant existe depuis les dernières 10 000 années. Ok, alors on passe au groupe de travail 2. Le groupe de travail 2, son travail est un peu plus complexe parce qu'il doit étudier l'interaction entre les systèmes socio-économiques et les écosystèmes et les impacts du réchauffement climatique. Donc par exemple, on parle de vulnérabilité, on parle de danger, on parle de pression, on parle d'adaptation, de réponse, de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc le risque qu'on court fait partie de quelque chose de plus complexe, et du coup leurs diagrammes sont plus complexes aussi, et du coup j'aurais plus de peine à expliquer ce qui se passe là-dedans. Mais par exemple, un des résultats du groupe de travail 2, c'est d'évaluer quelle est la quantité de personnes qui sont hautement vulnérables au réchauffement climatique. Ils sont arrivés à plus de 3 milliards de personnes humaines. Et les vulnérabilités sont à cause des vagues de chaleur, de pénurie d'eau, d'inondations, et aussi d'impacts en cascade. Donc on peut avoir des impacts qui se suivent de manière dangereuse pour les populations. Il y a aussi la question de l'impact sur la biodiversité, vu que 25% des espèces dans la plupart des groupes d'animaux sont déjà menacées d'extinction, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans la 6e extinction de masse par rapport à la biodiversité, sans que le réchauffement climatique en soit une cause majeure, ce qui ne saurait tarder de changer dans le mauvais sens. Et le groupe de travail 2 étudie aussi, par exemple, essaye d'exprimer aux décideurs, par ce diagramme un peu farfelu, que les décisions que nous prenons à chaque moment peuvent nous amener dans une direction vertueuse par rapport à amoindrir notre risque par rapport au réchauffement et à s'adapter de manière positive au réchauffement, enfin la plus positive possible au réchauffement qui est déjà dans le système, mais que nous avons aussi des chances de prendre des mauvaises décisions à chaque niveau. Donc nous sommes vraiment, il n'y a pas juste une décision à prendre, il faut sans arrêt essayer de réfléchir à faire du mieux que nous pouvons dans cette prise de décision. Oui, et puis l'autre point que le rapport du deuxième groupe de travail a démontré, c'est que l'adaptation, elle n'est pas infinie. Donc nous ne pouvons pas nous adapter à tout le réchauffement qui existe. D'ailleurs, au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, il est très difficile de s'adapter. Donc on est vraiment dans une situation où on essaie d'amoindrir les énormes dégâts, mais on ne peut pas du tout compenser les dégâts du réchauffement climatique. Donc ça, c'est une carte qui montre, par exemple, cette vulnérabilité des différentes populations humaines. Les chiffres correspondent à différentes classes de personnes qui seraient concernées. Là, par exemple, c'est une cartographie du type d'espèces qui seraient menacées à 1,5 degré ou à 3,2 degrés. Donc 3,2 degrés, c'est plus ou moins notre trajectoire actuelle. Et on voit que, par exemple, les insectes sont énormément menacés dans leur habitat, en Europe, par exemple. Mais les plantes aussi, et les mammifères aussi. Donc voilà, donc on voit un petit peu le genre d'études, c'est-à-dire comment est-ce que ça se traduit pour le vivant. Il y a aussi des questions de risque, donc on a ces barres de risque qui essayent d'indiquer justement aux décideurs si le risque est modéré, c'est jaune, élevé, c'est rouge, ou très élevé en violet. Et là, on voit que déjà à 1,5 degré, où nous sommes plus ou moins actuellement, les risques sont modérés à élevés pour les crues des fleuves, et on arrive déjà quand même dans le orange pour certains impacts. À 2 degrés, on est clairement déjà un petit peu dans le rouge. À 3 degrés, les impacts sont clairement très élevés. Et ça, ce sont des risques, par exemple, surtout pour l'Europe, pour la chaleur, perturbation des écosystèmes, perte des récoltes, etc. Alors, on passe au 3e groupe de travail. On va y arriver. Alors, le 3e groupe de travail, c'est l'atténuation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit pour stopper ce réchauffement. Et donc là, nous savons que les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre sont à leur niveau le plus élevé de l'histoire de l'humanité. Et nous savons de quoi sont faites ces émissions.
Donc, je vais pas vous bassiner avec tous les résultats, mais un des grands travaux de ce rapport, ça a été de désagréger d'où viennent les émissions. Donc là, on a un graphique qui montre la croissance des émissions depuis 1990 et qui les distribue par poste d'émission. Donc là, le bleu, c'est la part de CO2 fossile et industriel, et on voit que non seulement cette part, la quantité grandit, mais la part grandit. Donc ces émissions sont en fait en train d'accélérer d'une certaine manière. On a le CO2 qui provient du changement d'usage des sols. Alors, quand on change d'usage des sols, par exemple à travers la déforestation, à travers l'agriculture, on a des émissions de CO2 qui proviennent de ces écosystèmes et de ces sols, et aussi de l'activité forestière. Ça, c'est environ 10%. On a du méthane. Alors, le méthane, c'est le gaz fossile qui provient à moitié gaz fossile. En fait, il provient à moitié de gaz fossile et à moitié de l'agriculture, grosso modo. Donc c'est quand même une assez grande part. Ensuite, le protoxyde d'azote et d'autres gaz. Ok, donc peut-être ce que je peux aussi dire, c'est que ce troisième groupe de travail a distribué ces émissions par type d'industrie, par géographie, par perspective de consommation, par perspective de production, c'est-à-dire si on prend en compte les échanges économiques internationaux, et aussi par inégalité économique. Donc on a vraiment une distribution très fine d'où viennent ces émissions, de qui est responsable, de qui fait quoi. Alors les trajectoires, pour limiter en fait il faudrait, donc ça je pense que c'est en gigatonnes. Pourquoi c'est pas indiqué? Je pense que c'est des gigatonnes de CO2. Non, certainement pas. Ok. Les émissions devraient diminuer énormément pour arriver à 1,5 degré, un peu plus lentement, mais quand même diminuer tout de suite pour arriver à 2 degrés. Et les politiques actuelles ont été modélisées par les chercheurs du groupe de travail 3. Les politiques actuelles nous mèneraient vers les 3,2 degrés. Donc les gouvernements au niveau international en font pas du tout assez. Par contre, il y a de plus en plus d'actions possibles pour mettre en œuvre et lutter contre le changement climatique. Donc il y a quand même des excellentes nouvelles. Alors une des excellentes nouvelles, et ça je pense qu'on n'a pas encore vraiment réalisé, entre autres en Suisse, à quel point nous vivons dans un monde complètement différent de celui d'il y a 10 ou 15 ans, c'est que le coût par mégawattheure, par exemple du solaire photovoltaïque, a chuté de manière tellement massive au niveau international qu'il se trouve maintenant compétitif, voire plus bas que le coût du mégawattheure fossile. Donc au niveau international, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, il y a certaines régions qui sont plus ou moins adaptées, mais si par exemple nous donnions moins de subsides aux énergies fossiles, on s'en trouverait carrément mieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces données sont avant la guerre en Ukraine et la flambée des prix. Donc même avant ce genre de choc, les énergies renouvelables étaient déjà à bon marché. L'éolien était déjà bon marché ou compétitif avec les énergies fossiles, mais il est maintenant carrément pas cher du tout. Donc c'est une évidence. Et de même, le prix des batteries pour les véhicules, par exemple électriques, sont en train de chuter massivement. Donc on est vraiment dans un autre monde qu'en 2010 par exemple. En 2010, le coût moyen d'un mégawatt photovoltaïque était de multiples fois plus cher que ce que coûtaient les énergies fossiles, et nous sommes actuellement vraiment dans un autre monde. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Le résultat, bien sûr, c'est que le déploiement du photovoltaïque et de l'éolien sont toujours beaucoup trop bas, mais ils sont quand même en train de monter. Ça, on n'a pas besoin d'être physicien ou mathématicien pour reconnaître une exponentielle. Donc ça, c'est clairement des développements qui sont positifs. Aussi, ça c'est aussi indiqué par ce genre de graphiques. Alors de nouveau, les graphiques du GIEC, qui sont toujours trop d'informations dedans. Alors ça, c'est le potentiel de contribuer à la réduction des émissions. Donc ça, c'est des gigatonnes de CO2 équivalent par année. Et tout ce qui est en bleu, par exemple, c'est cost competitive, ça veut dire qu'en fait, on gagne de l'argent si on investit là-dedans. Donc l'éolien et le solaire, ils ont des énormes potentiels qui sont très très bon marché.
et ensuite d'autres qui coûtent plus cher. Mais par contre, et puis on pose toujours la question du nucléaire. Le nucléaire a un potentiel considéré par le GIEC qui est plus petit et malheureusement plus coûteux. Donc si on pose la question du nucléaire, il faut d'abord se poser la question de où est-ce qu'on veut investir. Si on veut investir une certaine somme d'argent, c'est probable que l'éolien et le solaire vont produire plus pour un investissement comparable, avant même d'aller dans d'autres discussions. Ok. Le troisième groupe de travail a parlé, a décliné les potentiels dans beaucoup de secteurs et de postes différents, par exemple les villes, les bâtiments, etc. Je vais simplement en parler de deux. Là, on a déjà parlé de l'énergie, donc voilà, on sait ce qu'il faut faire. Par contre, la demande des services, ça c'est quelque chose de très important, et c'est là où moi j'ai aussi dû me battre dans mon rapport pour qu'on y fasse bien attention. C'était la première fois dans un rapport qu'on avait un chapitre consacré à la réduction de la demande. Parce que nous vivons des temps un petit peu délirants, et que nous avons, même dans la science climatique, il y avait une idéologie de plus c'est mieux, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas à réfléchir à la réduction de la demande. Et donc, dans ce chapitre, dans les recherches de ce chapitre auquel j'ai contribué, on a démontré, grâce aux études qui commencent à exister, c'est que le potentiel de réduction des émissions mondiales est de 40 à 70% d'ici 2050, uniquement en agissant sur la demande. C'est énorme. Donc, on a vraiment un grand potentiel. C'est pas de la magie, on est en train de parler de sortir de la voiture, on va en transport en commun, électrifié, à pied à vélo, et bien sûr rénover les bâtiments, etc. Par contre, ce qui est très important, c'est que réduire la demande ne veut pas dire, et ça on a de nouveau dû se battre pour que ce soit bien reconnu, je ne sais même pas si on a réussi, c'est que changer le niveau de la demande, ça ne veut pas dire changer les comportements individuels. Ça ne veut pas dire moraliser, aller vers chaque personne et dire « toi tu es mal ». Et toi tu es mal, et toi tu es mal. Ce sont des changements systémiques. Il s'agit de changer les investissements et les politiques systémiques à l'échelle d'une économie, à l'échelle d'une société. Et qu'il faut bien sûr réfléchir à certaines personnes âgées, handicapées, etc., qui auraient besoin d'énergie ou de ressources différentes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir de manière explicite dans les politiques. Transport, ok, réduction de la demande, changer la part modale, etc. Dans le transport maritime, il y a des alternatives intéressantes. L'aviation, malheureusement, beaucoup moins. Mais il faut quand même y réfléchir. Et puis bon, ensuite, on a aussi, par exemple, réfléchir aux villes. Il faut une meilleure planification urbaine, etc. Ok. Alors. Je me rends compte que j'ai écrit des choses avec des fautes d'orthographe et je m'en excuse. Et donc là, je voulais juste terminer en disant attention à la désinformation et au discours du délai. Alors nous avons des nouvelles. Ça, c'est un article qui est paru 2023, donc après les rapports du GIEC, qui a démontré que Exxon, mais comme beaucoup d'autres compagnies pétrolières, avait une science climatique interne et que la science climatique d'Exxon était meilleure dans ses prédictions que les rapports du GIEC. Mais bien sûr, ils l'ont pas publié. Donc ça, c'est un article que vous pouvez regarder qui a été publié dans Science. Donc ça, je pense que ça démontre vraiment. En fait, ce qu'ont fait les compagnies pétrolières, elles se sont rendues compte que le réchauffement climatique existait. Elles avaient des scientifiques en interne qui faisaient un super boulot. Et elles les ont virées une fois qu'elles étaient vraiment sûres que c'était en train de se passer. Et elles ont passé dans la désinformation industrielle à coût de millions et des millions. Et on a toujours parmi nous certains politiques qui recyclent ce qu'elles ont bien voulu faire passer dans le public. Et avec certaines nouvelles versions, ça c'est les discours du délai qui ont été représentés par Léonard Cheminot, que même si on ne dénie pas exactement le réchauffement climatique, on peut quand même essayer d'enfreindre l'action, et ça c'est aussi quelque chose qui devrait nous faire peur. Je vais vous montrer qui, il y en a trop. Ouais, ça c'est la personne qui dit que son empreinte est beaucoup plus basse que par exemple la Chine ou quelqu'un d'autre. Ça c'est le techno-optimisme représenté par Elon Musk. Voilà. Ok, on va laisser ça là et puis j'espère qu'on aura du temps pour les questions. Je vous remercie.
Voilà, merci Julia pour cette conférence très intéressante. Je pense que cette conférence a suscité quelques questions ou quelques remarques. Est-ce que qui veut s'exprimer? Oui. Bonjour, merci pour votre conférence. Vous m'entendez ou bien? Oui, non, mais j'essaie de vous voir. J'essaie de vous voir. En fait, il y a des lumières. Ouais, je suis navré. Je peux rien y faire. Non, bonjour. Dans les prédictions de la baisse de coûts des énergies renouvelables, est-ce qu'ils ont pris en compte, ou bien, par exemple, la possibilité que toutes ces terres rares et compagnies qui sont utilisées vont devenir rares? Oui. Alors, et donc vont certainement devenir chères. Alors ça, c'est une bonne question, mais on n'a pas besoin d'aller dans les terres rares. Par exemple, il suffirait que, par exemple, l'électrification est gourmande en cuivre. Il suffirait qu'il y ait une crise du cuivre, Dieu sait pourquoi, et puis les coûts augmenteraient. Donc on n'est jamais à l'abri d'une crise, mais comme pour le pétrole et le gaz, etc. Par contre, ce ne sont pas juste pour préciser, ce ne sont pas des prédictions de baisse de coûts. Ça, ce sont des données. C'était jusqu'en 2020, donc on a les données existantes, ce que je vous ai montré. Ce qui est intéressant avec les terres rares, avec les énergies renouvelables et avec les matériaux qui vont dedans, c'est qu'en fait, on est plus à l'abri d'une flambée des prix de certaines ressources et de certains matériaux, parce que ces matériaux ne disparaissent pas de l'économie. C'est pas comme le gaz ou le pétrole où on le brûle et puis c'est fini. Ces matériaux-là, on peut réfléchir à les récupérer. Par contre, ce n'est pas exactement ce qui est en train de se faire maintenant, mais il n'y a aucune raison que le lithium, le néodymium, etc. ne partent de l'économie. Et on n'est pas en train de les brûler, on n'est pas en train de les disséminer dans la nature, on pourrait songer à les récupérer. À un certain prix aussi. À un certain prix aussi, mais peut-être plus. Dès qu'il y a une certaine échelle, le prix baisse aussi. Ça, c'est aussi une réalité. Je profite vite de faire écho à une conférence qu'on avait eue l'année dernière à la SVSN sur les panneaux photovoltaïques, qui montrait également ces changements de coûts, version 2023. Et puis le 25 avril, on aura une conférence sur les ressources et les réserves de métaux utiles justement pour l'industrie. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. J'aurais bien aimé savoir, au niveau suisse, si on voulait réduire de manière efficace nos émissions CO2, quelles seraient les 2 ou 3 mesures les plus efficaces à prendre au niveau politique? Faire désinvestir la BNS. La Banque nationale suisse refuse de désinvestir alors que ça devrait, ses conditions cadres, sont de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de ces investissements. Et la BNS est régie par un tout petit nombre de décideurs qui refusent de prendre leurs responsabilités. Et ce sont des investissements massifs. Donc, pour l'entièreté de la Suisse, une chose à faire, ce serait d'encourager la Banque nationale suisse à se désinvestir des énergies fossiles. Ça, c'est peut-être le plus gros levier à notre disposition. Et ensuite, la place financière suisse avec l'UBS, en deuxième plan. Puis que l'UBS et le Crédit Suisse sont maintenant les mêmes. Mais il y a un truc de malade, personne ne se rend compte. Pardon, je suis fatiguée, je m'exprime un peu simplement. Saviez-vous que la Suisse, pour ses banques privées, était le numéro 1 mondial des investissements fossiles par habitant il y a quelques courtes années, hein, donc c'est en 2017, je crois. On était les numéro 1 avec le Canada juste après nous, mais de loin. Il y avait nous et le Canada autour des 3 000 $ par habitant en moyenne investis par nos banques privées dans les énergies fossiles. Depuis certaines manifestations, où je ne saurais lesquelles, ce chiffre a quand même chuté. Mais ça veut dire qu'on a ce pouvoir de changer la direction d'investissement de notre sphère financière, qui est quand même très importante. Ensuite, je pense que d'autres points, par exemple, ne pas avoir de nouvelles autoroutes, et puis changer la structure de nos subsides. La Suisse est un des pays avec le plus haut niveau de subsides aux énergies fossiles au monde. Donc on a beaucoup de choses à changer à ce niveau-là. J'aimerais juste ajouter, donc, concernant l'évolution des émissions du gaz carbonique en Suisse par secteur, depuis 1970, en fait,
les émissions qui proviennent de l'industrie et qui proviennent des chauffages, donc des maisons, elles ont diminué suite à diverses mesures. Par contre, les émissions du trafic routier, qui sont motorisées, elles continuent d'augmenter. Et maintenant, le trafic motorisé, c'est le plus grand émetteur de gaz carbonique en Suisse, indépendamment donc des banques qui émettent à l'étranger. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait en premier agir pour effectivement avoir une baisse importante des émissions, sans pour autant relâcher les efforts effectivement pour les chauffages et puis pour les industries. Par exemple, pour les chauffages, vous avez maintenant un soutien de la Confédération justement qui vise à rénover les bâtiments et aussi à chauffer, disons, par des énergies renouvelables, que ce soit des pompes à chaleur ou du solaire, en lieu et place de combustibles fossiles, que ce soit du mazout ou du gaz. Oui. Et un autre point par rapport au secteur de transport suisse, merci, c'est que la Suisse a le pire parc automobile d'Europe en termes de nouvelles voitures, en termes de grammes CO2 par kilomètre. Si on avait le même parc automobile, donc pour les nouvelles voitures que la Norvège, nos émissions se réduiraient tout de suite d'un quart au niveau national. C'est beaucoup. Merci. Justement, vous venez d'évoquer les véhicules électriques et avec leurs composantes essentielles que sont les batteries. Cela m'interpelle beaucoup. Ces batteries, demandent des métaux rares, ça vous avez évoqué la chose. Mais la fabrication elle-même de ces bagnoles, c'est pour en pédalant sur mon vélo d'appartement que je n'ai pas d'ailleurs, que je vais pouvoir fournir l'électricité nécessaire à la production de ces véhicules électriques, indépendamment de la batterie, du phénomène des batteries. Oui. Alors, merci de cette question. Alors, la voiture électrique, c'est une solution à double tranchant, parce que c'est une solution magnifique pour les besoins en véhicules privés. C'est magique. Donc, c'est vrai que pour les véhicules qui sont très utilisés, il faut les conduire une certaine quantité pour que ça ait un meilleur bilan en termes d'analyse de cycle de vie que les véhicules à essence ou à diesel. Donc, mais c'est par exemple pour les voitures mobility qui sont beaucoup utilisées, on a besoin de véhicules privés pour certaines utilisations. Pour ces utilisations-là, il faut que ce soit des véhicules électriques, c'est clair. Ou pour les personnes qui vivent en campagne, qui ont des grands trajets à faire pour X ou Y raison. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout penser à la voiture électrique comme une solution de remplacement de toutes les voitures qu'on a en ville qui sont en fait fondamentalement inutiles. Donc en fait, il faut le réfléchir de deux manières. Pour le nécessaire, les véhicules électriques, c'est génial. Et puis on arrive à subvenir aux besoins en électricité avec les panneaux solaires sans problème, ou l'éolienne, etc. On a d'autres sources d'électricité. Mais pour le reste, on a besoin de passer à un autre type de mobilité. Que ce soit de la mobilité en transport en commun, en vélo. Les vélos électriques sont 1000 fois plus efficaces que les voitures électriques parce qu'ils sont simplement beaucoup moins lourds, par exemple. Donc, de passer à un autre type de mobilité que la dominance de la voiture privée que nous avons actuellement. Ça, c'est clair. Donc, c'est une solution parfaite pour certaines utilisations, mais pas en remplacement pour toutes les utilisations. Il faut quand même un changement de part modale, ce qui est d'ailleurs décrit dans le rapport du GIEC. Et en matière de navigation, qu'elle soit fluviale ou maritime? Oui, alors la navigation, c'est assez intéressant. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je sais qu'il existe des nouvelles solutions. Il faudrait un investissement pour les mettre sur les bateaux ou refaire les bateaux pour les grands paquebots, etc., pour que ces solutions soient mises en place. Mais par exemple, ils ont des espèces de turbines, c'est pas des voiles, mais c'est des turbines qui marchent au vent, qui peuvent mettre sur les bateaux, et puis ça fait avancer le bateau.
des gros bateaux par exemple. Donc des autres moyens d'utiliser le vent qui sont assez nouvelles. Donc je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a d'autres moyens de faire aussi du transport maritime. Par contre, l'avion, c'est très difficile parce que pour les bateaux, pour un gros bateau, on peut mettre un équipement lourd dessus qui fait avancer le bateau. Pour les avions, il faut un fuel très concentré parce que chaque poids excédent fait moins marcher l'avion, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est un domaine super intéressant et je ne suis pas du tout à la pointe de tout ce qui se fait, mais il se fait plein de choses. Qu'est-ce que vous pensez du cycle de conférence de Lucien Villemain qui prône l'utilisation des voitures de seconde main plutôt que les voitures électriques, alors que l'Institut Paul Scherrer a trouvé que l'énergie grise elle est déjà amortie au bout de 30 000 km en moyenne? Alors je fais confiance à mes collègues qui font ces analyses de cycle de vie et en effet, il est clair que si c'est une voiture qui va être beaucoup utilisée, le calcul est clair. Donc la première réflexion à faire, est-ce que je peux me passer d'une voiture? Mais si on ne peut pas se passer de voiture et que cette voiture va être beaucoup utilisée, il faut passer à la voiture électrique. Ouais. Donc ce serait de la désinformation? Oui. Merci. Je ne connais pas cette personne. Mais le résultat en lui-même. J'ai assisté dernièrement à une de ces conférences et j'ai eu un sentiment bizarre par rapport à ce qu'il prône depuis plus de 10 ans. Oui. Bonsoir et merci. J'ai 2 questions. La première, est-ce que votre slideshow est disponible? Oui. Où? Oui. Il est sur l'ordinateur, vous pouvez le prendre. Oui, il est disponible. L'ordinateur aussi? Alors, c'est pas le mien. Bon. C'est celui du Palais Rumine. Deuxième question. On aura la conférence sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Oui. Ah, très bien. Mais vous aurez aussi, si vous voulez les slides, vous les avez volontiers. Et les rapports du GIEC sont tous disponibles complètement publiquement et les résumés pour décideurs sont traduits en français. Merci. Deuxième question. Est-ce qu'il y a dans le GIEC un groupe qui étudie la faisabilité de centrales nucléaires au thorium? Alors, le GIEC lui-même n'étudiant rien, il y a les chercheurs du GIEC, dans le chapitre de l'énergie, auront résumé les recherches qui existent sur les centrales au thorium. Je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas lu tout ce chapitre, mais je pense donc les études qui existent devraient être résumées dans ce chapitre. Oui. Bonsoir. J'avais une question. C'est vrai que vous aviez dit que, en fait, il fallait pas tellement viser les comportements individuels et pas culpabiliser les gens. Et je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et vous parliez c'est plutôt des changements systémiques, ce qui est aussi tout à fait pertinent et juste. Le problème, c'est qu'après, comment on fait parce que je discutais avec quelqu'un qui était en politique et qui disait, mais le problème, c'est que si moi j'essaie de proposer des choses un peu ambitieuses, bah les gens ils vont pas voter pour moi, quoi. Donc ça revient un peu à l'individuel quand même. Mais vous avez une idée, une solution? Je suis désespéré. Oui, non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans ce cas de figure-là. Et moi, j'ai pas la solution magique. Autrement, je serais la reine du monde et puis on serait tous en train de faire la fête et puis les choses seraient très différentes. Mais je pense qu'il y a plusieurs changements à effectuer dans la façon dont nous communiquons. Et un des points, je pense, importants, c'est que pour ces transformations politiques, il faut motiver une transformation. Donc ça, les gens, ils n'ont jamais envie de changer d'habitude, à moins que la situation soit horrible, mais là, on n'est pas dans une société actuellement où les choses sont horribles, donc il faut motiver ce changement, et je pense qu'il faut le motiver de plusieurs manières. Je pense qu'il faut le motiver d'une manière, d'abord, on n'a pas le choix, parce que pour notre sécurité, pour notre survie, pour la stabilité de notre existence et de l'existence de notre société, on n'a pas le choix, il faut vraiment faire quelque chose de grand. Et là, je pense qu'il y a quand même un déphasage par rapport à l'information sur la dangerosité de notre moment. Je pense que ni la population suisse, ni les médias, ni les politiques ne sont à la hauteur de notre moment dans cette compréhension. Donc ça, c'est un premier point. On ne le fait pas pour s'amuser, on le fait parce que c'est nécessaire, mais on a aussi des pistes qui sont bonnes. Donc ça, c'est peut-être le deuxième point, c'est que l'avenir vers lequel on s'aventure, il y a beaucoup
de discours qui disent on va devoir retourner à l'âge des cavernes, ça va être l'horreur, etc. Mais absolument pas. Nous sommes à un moment charnière où il est possible pour l'entièreté de l'humanité de vivre bien, sans déficience matérielle aucune, dans un confort total, avec moins de la moitié de l'énergie que nous consommons actuelle, parce que nous avons des technologies qui sont simplement magiques. Par exemple, les pompes à chaleur, c'est magique. Les panneaux solaires, c'est magique, etc. Donc, on a un avenir désirable vers lequel s'aventurer, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'activité, en fait. Mais ça vaut la peine. Et je pense qu'il y a un troisième élément à apporter, c'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une situation très dangereuse de dépendance aux énergies fossiles, qui a été créé. Nous ne l'avons pas choisi. Il y a tout un discours qui dit que les consommateurs ont choisi notre situation actuelle parce que c'est la meilleure possible. Et ça, c'est très très loin de la réalité. Moi, on a fait une étude, par exemple, sur la création de la dépendance automobile. C'est une création industrielle. La dépendance aux produits fossiles est une création industrielle. La raison pour laquelle tout le monde cuisine au gaz, alors que c'est archi mauvais pour la santé, si vous pouvez faire un seul truc, c'est rentrer chez vous et changer prenez une plaque à induction, c'est génial, ça marche super vite, c'est très très beau, ça se nettoie facilement, et tout magique. Mais nous avons une technologie super magique, mais la raison pour laquelle nous chauffons et nous cuisinons au gaz, c'est parce qu'on a été emberlifiqueté par ces industries. Et ça, on peut le comprendre, et ça, on peut le communiquer. C'est pas un mystère, c'est pas une conspiration, on a les preuves. Donc ça, c'est aussi quelque chose où les médias auraient un rôle plus important à jouer, et aussi les politiques en disant, mais on a un rôle de se libérer de ces industries et de ces technologies. D'accord, on les utilisait dans les années 1800, ok, dans les années 1900 à la fin, même ça, mais maintenant, il n'y a plus aucune excuse. Et donc je pense que ces changements-là, on peut les raisonner d'une manière un peu plus motivante. Je me permets juste de réagir parce que je suis le président du Grand Conseil vaudois, donc on parle de politique. Pardon, monsieur le président. Non, mais écoutez, je suis pas là à ce titre-là, mais je pense que j'ai déjà participé aussi à d'autres réunions, aussi à Aubonne, et c'est vrai que ce que je ressens, c'est on partage, les gens ici partagent cette degré d'urgence, et on voit où on va et on voit les solutions qui existent, puis la frustration qu'on partage, je pense, c'est qu'on a l'impression que la population ne nous écoute pas, en tout cas pas assez pour que justement la politique qui écoute la population change. Et oui. Donc la question que j'ai, c'est, et je ne sais pas qui a la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population suisse, qui finalement décide, qui fait les référendums, fait les initiatives, qui joue le jeu d'arbitre dans toute cette histoire, arrive à prendre conscience de cet enjeu. Et je pense que autrement, on est confronté à une situation difficile, c'est une situation de constatation. Moi, je suis scientifique, je suis physicien, donc ça me parle. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de gens qui soit ne veulent pas, ou ne comprennent pas, ou sont entretenus dans justement une posture de voiture électrique. C'est un exemple assez, pour moi, très parlant. C'est quelque chose qui est maintenant scientifiquement prouvé, reprouvé. Toutes les grandes institutions mondiales vous diront que vous changez votre voiture fossile par une voiture électrique, c'est bon. Même si vous avez un SUV électrique, c'est bon. Mais on voit, et je suis dans les réseaux, on voit constamment des questions, utilisation des enfants, les terres rares, enfin des choses qui devraient être balayées depuis longtemps, mais qui ne fonctionnent pas. Et ça me rend toujours un petit peu triste de voir qu'on n'arrive pas, et j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'exemplarité des politiques, les politiques vont suivre la population. Qu'est-ce qu'on arrive à faire pour que la majorité de la population se rende compte qu'il y a un chemin, que ce chemin il n'est pas si difficile, mais on est dans une situation où on voit avec les référendums, les combats qui arrivent, une partie de la population qui reste encore majoritaire, malheureusement, elle tient le couteau par le manche. Et moi, même en tant que président du Grand Conseil, premier citoyen vaudois, je dois respecter la démocratie. Donc je suis toujours un petit peu partagé. La constatation est là. Les faits sont absolument clairs. Je veux dire, on arrive à un point, mais on a constamment des fake news, des gens qui se noient dans ces fake news, mais qui représentent une très grande partie de notre population. Et j'ai pas la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à convaincre la majorité de la population d'accepter ces mesures pour que la politique puisse le faire sans qu'il y ait des référendums derrière qui cassent simplement des propositions?
Ouais. Ah ben, c'est une très bonne question, mais et bien sûr, de nouveau, j'ai pas les réponses. Par contre, je dirais quand même que les SUV électriques, c'est quand même un énorme gaspillage de ressources inexcusable. Parce que ces ressources, nous arrivons dans un monde de ressources finies. Et chaque utilisation de ressources doit être réfléchie. Donc, c'est pas simplement la voiture électrique, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pour quelle utilisation? Est-ce qu'on peut faire autre chose de ces ressources qui ne seraient pas meilleures pour la collectivité? Par rapport à la perception de nos concitoyennes, je pense qu'il y a aussi un rôle des médias. Et je pense que les médias se sont aussi laissés prendre dans un piège pas de désinformation en tant que telle, enfin des désinformations oui, parce que vu qu'ils ont joué le jeu du déni, du débat, ah oui on va faire parler un climatologue contre un climato-sceptique, enfin etc. Mais ils ont joué un certain jeu, ils continuent en fait de jouer un certain jeu qui est d'une certaine manière a été organisé pour eux, parce qu'une des choses dont on ne se rend pas assez compte, c'est que l'industrie fossile a grandi pendant le siècle passé en même temps que l'industrie des relations publiques. Ce sont des industries qui sont complètement interconnectées tout le long de leur histoire. Les innovations des relations publiques et de la pub, etc., se sont faites en même temps que les grands défis des industries fossiles. Et nos médias ne sont pas à la hauteur de se rendre compte qu'ils ont été pris aussi, eux aussi dans un panneau et qu'il faudrait aussi faire une réflexion différente. Et une chose qui me désole absolument, c'est que nous avions... pour ne pas les nommer, des excellentes journalistes sur la question du climat en Suisse romande, en particulier Sarah Sermon-Dada et Rachel Aobi, qui ont les deux été licenciés l'année passée. Et ce genre de perte, on ne peut pas, en tant que société, se le permettre. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est une perte énorme. Et je pense que là, il y a la raison pour laquelle on n'arrive pas à communiquer certaines choses, c'est que ce qui se passe dans les consciences, c'est aussi via les médias, et que les médias n'ont pas encore fait leur auto-évaluation de leur rôle dans cette histoire. Peut-être une piste. En 2019, la ville de Bâle déclarait l'urgence climatique. Et puis le but c'était de s'engager à reconnaître, enfin le Grand Conseil s'engageait à reconnaître le changement climatique comme une priorité absolue. Donc dans chaque décision qui était prise, il devait avoir au moins une pensée pour ce genre de choses. Je ne sais pas quoi ils sont maintenant. Vous me tendez une perche parce que c'est ce que j'ai pris, puis j'ai fait passer ça le Grand Conseil en 2019 aussi, première urgence climatique vaudoise, c'est moi qui l'ai déposé. Donc, je suis un fan, et j'ai pris ce qui s'est passé à Bâle, j'ai pris le texte exactement le même, il a été voté à une très grande majorité, ce qui me permet aujourd'hui, en tant que président du Grand Conseil, de placer les objets climatiques haut. Mais ça n'en reste pas moins que les politiques, ils vont... En fait, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais pour moi, le travail maintenant, c'est d'aller voir vos boulangers, vos épiciers, vos voisins, tous les gens dans la société civile et de les convaincre. Mais là, c'est un sacré boulot. Et même moi, les politiques, nous, on prend des coups parce qu'on est dans la fosse où il y a tous les gens qui vont sortir les fake news constamment. Ici, peut-être, je veux pas non plus, on est autour de gens qui sont convaincus, on passe un bon moment parce qu'on échange avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Mais d'aller auprès de gens qui vont vous sortir des fake news, aller auprès de politiques qui vont vous combattre parce qu'ils veulent, c'est leur travail, ils sont là pour défendre leur propre, c'est dur. Et maintenant, on arrive dans le dur. Et je pense que c'est valable pour les politiques, mais c'est aussi valable pour tous les membres qui sont conscients de cette urgence, c'est d'aller dans le dur, c'est d'aller aux confrontations avec des gens, et c'est très déprimant, aller dans les réseaux sociaux sur les voitures électriques. Je pourrais passer tous les jours à corriger des gens qui sortent des choses complètement monstrueuses. Je dis pas que la voiture électrique est la solution, je dis juste que c'est un symptomatique du comportement d'une population dont certains veulent simplement pas entendre. Ils ne peuvent pas accepter le fait que dans leur garage, ils ont une machine à tuer le climat qui est tellement plus puissante que tout ce qui existe. Mais mentalement, ils se sont convaincus que c'est bon, donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un qui leur dit « mais ta voiture, là, c'est une horreur ». Mais ils n'arrivent pas. Donc ils cherchent des moyens pour se justifier, dormir la nuit, qu'en fait, non, c'est les autres qui ont tort. Merci beaucoup pour vos efforts. Oui. Pour rebondir sur ce qui est dit, enfin, moi, je me pose quand même... je vais essayer de le formuler comme il faut, mais vous l'avez dit, on est un nombre de convaincus ici. On est aussi globalement, possiblement, c'est une hypothèse, issus de milieux qui peuvent et qui ont le loisir de s'intéresser à ces problématiques-là.
Mais le fait que la connaissance arrive aux oreilles du grand public, ça passe aussi par des notions de durabilité sociale et de justice sociale. Et puis en ce sens, peut-être que je peux poser une question, est-ce que c'est quelque chose qui est introduit dans les rapports du GIEC? Est-ce qu'on a des pistes sur comment atteindre aussi des gens qui sont peut-être défavorisés ou sur le plan socio-économique ou social, et puis qui n'ont pas forcément accès à cette connaissance-là et aux impacts, aux enjeux généraux? Merci pour cette question. Dans les rapports du GIEC, il y a de plus en plus d'emphase sur l'inégalité. L'inégalité sur les impacts qui arrivent, sur la façon dont les impacts sont soufferts par les gens, et aussi les inégalités dans les causes, et comment est-ce qu'on pourrait aller dans un monde plus égalitaire à l'avenir. Donc il y a ce genre de questions déjà autour de... Donc ça, c'est déjà un élément social. Aussi autour de l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez touché dans les rapports du GIEC. Le grand projet que j'ai actuellement, on va faire des modélisations sur les changements d'emploi, etc. Mais c'est déjà tard. Je ne sais pas pourquoi les personnes n'ont pas déjà fait ce genre de travail. On aurait dû le faire il y a 20 ans. C'est-à-dire, on fait une énorme transition, une transformation de nos économies. À quoi est-ce que ça ressemble en termes de poste d'emploi ? De façon à pouvoir argumenter, ok, peut-être qu'on va gagner en emploi, peut-être qu'on va perdre en emploi, peut-être qu'on va avoir bossé un moment et puis prendre des décennies de vacances après, enfin on ne sait pas. Mais justement, on ne sait pas, on devrait pouvoir le savoir pour pouvoir le comprendre. Et il est clair que toute mesure écologique doit s'accompagner d'une protection sociale, parce qu'autrement, personne n'a envie de s'aventurer dans l'inconnu si on peut perdre pour sa sécurité. Et du coup, il faut en plus de sécurité, il faut donner plus de sécurité sociale, par exemple quelque chose autour de la garantie de l'emploi ou garantie de moyens de continuer à survivre, en fait, pour que les personnes disent « Ok, bon là c'est bon, je vous fais confiance, on peut y aller sans que j'aie trop peur ». Ça, c'est évident. Ouais. Merci. J'ai une question. Comment est-ce que vous voyez le rôle des sciences sociales dans la question du changement climatique? Vous avez voulu sauter quelques slides parce que vous avez dit qu'elles font trop peur. On sait que la peur paralyse. À la fin, vous avez dit qu'on avait tout finalement pour réussir à rester dans les 1,5 degrés, mais que ça serait... Vous l'avez pas dit comme ça, mais on peut vivre confortablement, mais probablement différemment. Donc, comment rendre souhaitable ce nouveau monde pour tout le monde, on va dire? Oui, alors les sciences sociales ont un rôle de plus en plus important à jouer dans les rapports du GIEC, surtout dans le 2e et 3e groupe de travail. Mais même les collègues du 1er groupe de travail se rendent compte que les enjeux, en fait, ils ont fait un super boulot sur la science physique, ils continuent de faire un super boulot sur la science physique, sur la science du système Terre, mais l'enjeu, il n'est pas là. Que l'enjeu, il est dans les systèmes sociaux, politiques et économiques. Et donc, les sciences sociales prennent de plus en plus d'ampleur dans ce domaine. Y compris la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, etc. Par contre, la question des émotions, est-ce que certaines émotions paralysent, est-ce que certaines autres émotions donnent envie? Pour finir, moi je pense qu'il faut traiter un peu les gens comme des adultes, et puis les gens, s'ils ont peur, ils ont raison. S'ils ont envie de faire autrement, ils ont aussi raison. S'ils sont paralysés, c'est là qu'il faut dire, bon, bah, ok, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de plus utile? Mais simplement j'aime pas trop cette idée qu'il faut pas dire les choses en face, en fait. Moi, j'ai eu des fois, on m'a dit des choses, par exemple, tu as un cancer et si on ne t'opère pas dans quelques semaines, tu vas en mourir très tôt. Eh ben, en fait, c'est assez motivant comme conversation. Ça fait peur, mais ça ne m'a pas, ça m'a pas démotivé de faire ce qu'il fallait. Et je pense qu'il faut aussi le penser. En fait, on aurait des analogies qui seraient beaucoup plus porteuses au niveau de la santé qu'au niveau économique. Donc là, je pense qu'on s'est laissé fourvoyer d'avoir un débat sur un niveau économique, alors que c'est un débat qu'on devrait avoir au niveau de la santé, de la survie, nos conditions de vie, nos conditions de cadre de vie les plus importantes. Si on a assez à manger, si on a assez à boire, s'il est assez bon pour le respirer, etc. On a vraiment des grands enjeux fondamentaux au niveau du climat qui ne sont pas compris comme tels. Et ça, c'est probablement une faute de la façon dont les rapports du GIEC n'ont pas assez considéré ces angles-là.
dans le passé, mais commence à le faire un peu plus. Trop tard, probablement. Oui, moi j'avais une question au niveau suisse. En 2021, on a voté la loi sur le CO2 qui, sauf erreur, disait que d'ici 2030, on devait diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Et je me demandais où on en était, parce qu'en fait, peut-être c'est moi, mais j'ai plus vraiment vu. Enfin, en tout cas, moi, dans mon quotidien, j'ai pas vu de changement. Je sais qu'il y avait une question de taxation sur les billets d'avion. Il y avait une question d'améliorer les infrastructures de chauffage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait sur ce plan-là au niveau politique en Suisse? Mais la loi CO2 a été refusée. C'est la loi climat qui est passée l'année passée. Oui, la loi climat. Alors la loi climat, c'est très récent. Ça a été passé juste l'année passée et malheureusement, plus ou moins en même temps, on a eu l'arrivée d'un certain monsieur Albert Rochdy à la tête du département qui était le plus en charge de le mettre en œuvre. Et c'est un lobbyiste du pétrole et de la voiture de métier. Et il essaie de détourner le pouvoir de son département pour continuer ce travail-là et faire des nouvelles autoroutes. Donc lui, il est en train de mettre un délai maximum avant de mettre en œuvre cette loi. Donc lui, il a dit tout haut et fort qu'il ne voulait pas mettre en œuvre cette loi avant le délai maximum. Donc ce qui est clairement antidémocratique. Donc là, on va le dire les choses comme elles sont. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation, pour cette conférence. Moi, j'ai une question aussi qui est liée à une réflexion. Donc, tout au début, vous avez montré un slide pour expliquer qu'est-ce que c'est le GIEC. Et après, vous avez dit c'est différent de le CNUCC. Bon, je ne sais pas ce que veut dire maintenant. Vous avez très bien expliqué le GIEC. C'est plutôt scientifique, ou carrément scientifique. Le CNUCC, c'est diplomatique, politique, etc. Et maintenant, ma question. Est-ce que là, sur ce niveau-là, il ne manque pas quelque chose? Je dirais les banques. Et je reviens à ce que vous avez montré un slide. Pourquoi je pose ces questions? Je reviens parce que vous avez montré un slide où vous avez marqué les risques. Et vous avez dit, je répète, vous avez dit la Banque nationale suisse est une des plus grandes financières pour les énergies fossiles. Maintenant, j'ai appris, je ne travaille pas dans les banques ou dans les finances, j'ai appris, et après je finis là, j'ai appris que les banques, par rapport aux risques, ils délèguent leurs risques. Les subprimes aux États-Unis, c'était dû parce que les banques et les Lehman Brothers ont délégué les risques. C'est-à-dire ils ont pris trop de risques, d'où le fiasco. Maintenant, justement, je reviens sur cette question. Est-ce qu'il ne faut pas mettre sur le GIEC, les CNUCC, c'est-à-dire les scientifiques, diplomatiques et les banques? Je veux juste encore finir avec un truc. J'ai entendu qu'une banque en France, elle fait des, comment ça s'appelle, des fiscaux là, quand on ne veut pas payer les impôts. Évasion fiscale. Merci. Une banque en France, elle fait des évasions fiscales dans un autre pays, je ne me rappelle plus qui a la somme de 6 fois le PIB de la France. Donc je reviens sur la question. Pourquoi les banques qui ne veulent plus prendre les risques, qui devraient justement prendre les risques pour distribuer l'argent pour faire la transition, pourquoi on ne l'intègre pas dedans? Merci. Alors, merci pour la question. Je ne suis pas au courant de cette banque en France. Je sais que BNP Paribas, c'est un des plus grands financiers privés des énergies fossiles, mais je ne sais pas si c'est celle-là. Enfin bon, la question c'est qui régit les banques, parce que les banques, elles agissent dans un contexte qui est en fait déterminé par les pays. Et donc c'est les gouvernements nationaux qui sont censés réglementer les banques. Par contre, l'Union européenne, ça c'est intéressant, l'Union européenne essaie de réglementer un peu déjà les investissements.
en disant que les investissements doivent être labellisés. Donc une banque, si elle offre un investissement, doit pouvoir dire quelles sont ses conséquences climatiques, et avec l'espoir d'avoir un effet dissuasif sur les investissements fossiles. La Suisse ne suit pas ne suit pas complètement l'Union européenne là-dessus. Ce serait important que la Suisse suive l'Union européenne. Ce serait aussi important que la Suisse suive l'Union européenne sur un autre point, qui est la sortie du traité charte sur l'énergie. Puis je vais faire mon truc d'habitude. Qui ici connaît l'existence du traité charte sur l'énergie? Nous sommes dans une démocratie. La Suisse fait partie de ce traité. Et personne ne sait ce qu'il fait, y compris la plupart de nos politiques, même à Berne. Ce traité protège les investissements fossiles. C'est-à-dire que ce traité nous permet de faire, si nous avons une industrie fossile implantée en Suisse, de faire un procès à un autre pays européen où cette industrie fossile aurait des profits qu'elle n'aurait pas reçus à cause de l'action climatique. Des profits très spéculatifs. Pour donner un exemple qui est en train de se passer, nous avons une caisse de pension au Tessin qui est en train de faire un procès à l'Allemagne parce que l'Allemagne veut fermer une centrale au charbon. Ça, c'est en train de se passer actuellement. Donc des acteurs suisses qui se permettent de faire des procès à nos voisins européens à cause de leur action climatique. Et l'Union européenne essaie de sortir de ce maudit traité. La Suisse a décidé de rester dedans de manière très cynique. Donc les personnes à Berne qui sont en charge de ce traité ont dit « Nous, on veut rester dedans parce qu'on espère attirer les chefs-lieux des énergies fossiles pour faire des procès à nos voisins. » Ce traité à lui seul a été estimé à annuler l'effet de l'accord de Paris et à ne pas nous laisser rester à l'intérieur des 1,5 degrés. Donc là, on a de nouveau un certain levier de poids. Parce qu'en fait, il a vraiment un effet de freiner l'action climatique dans les pays européens. Il y a par exemple une compagnie britannique qui a fait un procès à l'Italie parce qu'ils avaient été passés 2-3 fois avec un bateau en mer Adriatique pour trouver s'il y avait des gisements. L'Italie a dit qu'elle ne veut plus faire de forage en mer Adriatique, mais maintenant le gouvernement italien doit payer des centaines de millions d'euros à cette compagnie de profits perdus. Et c'est obligatoire, c'est contraignant. Donc ça, c'est quelque chose où on devrait aussi s'agiter beaucoup plus pour faire sortir la Suisse de ce traité. Est-ce que vous êtes frustré si on termine avec une dernière question? Oui. C'était une question/commentaire. En fait, moi je suis dans le médical, puis du coup, je trouvais intéressant votre analogie avec la santé. En l'occurrence, je pense que le médical, il est pas mal en retard sur la prise en charge des impacts du climat qui ont déjà lieu sur la santé humaine maintenant et qui vont continuer à l'avoir. Mais c'est vrai que là où le GIEC le fait pas beaucoup, il y a un article qui sort annuellement par le Lancet, le Countdown, qui est quand même assez bien fait, si ça intéresse, qui répertorie vraiment les impacts des changements climatiques sur la santé humaine. Et c'est assez flippant et c'est assez intéressant quand même de le voir. Et c'est peut-être un levier différent pour aborder les gens, pour qu'ils se sentent plus concernés, on va dire, pour certaines personnes. Absolument. Et peut-être un autre commentaire, on disait, vous disiez par rapport plus aux politiques, c'est clair, il faut aller voir le boulanger, le médecin, tout le monde, mais bon, quand même là où la société civile a peu accès, c'est aux industriels, et la façon de les financer, de les aider à plus ou moins vendre leur SUV électrique, c'est peut-être là qu'on a plus de leviers à faire côté politique, où nous on n'a pas accès. J'ai l'impression quand même qu'il y a là où on place les financements publics, c'est super important. Et donc, voilà. Et merci beaucoup pour la conférence. Merci à vous. Alors, le plus vite possible. Sur ces deux points-là, l'édition actuelle de la revue du CHUV in situ parle justement sur le titre même du changement climatique, la réapparition du moustique tigre, etc. C'est assez intéressant. Ensuite, deuxième point de Madame, pour rebondir sur la question de Monsieur Miéville, est-ce que les associations citoyennes pourraient pas aider à lutter contre la désinformation? Et juste troisième et dernier point concernant la question de Monsieur. Pourquoi les banques figuraient pas sur cette slide du UNFCCC et du GIEC, qui sont des institutions onusiennes? Eh bien, la Banque mondiale, le David Malpass, le
l'ancien directeur a dû quitter ses fonctions l'année dernière justement pour ses propos de désinformation. Donc on espère qu'il y aura quelques changements sur ce niveau-là. Merci pour ces commentaires. Je dirais peut-être juste un point, c'est que je crois que le canton avec parmi les politiques climatiques les plus ambitieuses de Suisse, je crois que c'est le canton de Glaris. Et puis ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ont une Landsgemeinde. Et puis donc d'avoir une structure de démocratie, donc vous parliez des associations populaires, mais peut-être que quelque chose comme une assemblée citoyenne, mais qui serait prise au sérieux, donc où les parties prenantes s'engageraient à vraiment écouter, que ce soit les industriels ou d'autres parties prenantes. Ce qui s'est passé à Glaris, c'est que certains parmi les anciens conservateurs, donc les seniors, ont dit écoutez, mais là, il faut qu'on laisse parler les jeunes. Et puis il faut qu'on écoute, et puis il faut qu'on soit prêt à faire les choses autrement. Donc d'avoir une autre approche que. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens de créer les liens et d'avoir ces discussions qu'on pourrait aussi avoir peut-être dans le canton de Vaud. À voir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Rentrez chez vous. Dormez bien. Comment Comment Les activités. Comment non, je n'avais pas dit. Non, vas-y. Je suis désolée. Alors, ouais. À cette soirée, donc c'est maintenant la parole à Julien pour le mot de la fin. Je voudrais quelques mots concernant la suite. Donc oui, effectivement, cette conférence, on pourra mettre le PowerPoint du coup sur le site internet. L'enregistrement nous sera donné dans quelques jours. On pourra le mettre sur la chaîne YouTube de la SVSN. Comme ça, vous pouvez revoir ça à n'importe quel moment, partager avec vos proches, votre boulanger, entre autres. Autrement, il y a également la SCNAT qui a tout un dossier climat sur le site internet. Là aussi, il y a un lien sur la page de la SVSN, sur la page de l'activité de ce soir. Comme ça, vous avez encore tout plein d'articles qui sont vraiment zoomés sur la Suisse. Sinon, si ça vous a plu, on vous retrouve volontiers le mercredi 6 mars pour une conférence de Delphine Conrad sur la bioinspiration. Bon, le mercredi 20 mars, il y a l'Assemblée Générale, si jamais. Le 25 avril, on aura une conférence du professeur Louis von Botté sur les ressources minérales, les défis de la transition énergétique. Voilà, donc une bonne suite. Le samedi 4 mai, on aura une excursion de l'Union vaudoise des sociétés scientifiques à Payerne sur la renaturation de la broie. Et le 4 juin, on aura une conférence sur les plantes et leur défense naturelle. Donc voilà, restez informés de ce qui se passe. Si vous voulez, on a les programmes encore pour le mois de février et mars sur la petite table à l'entrée, et puis les bulletins d'adhésion à la SVSN, si voilà, par hasard vous ne soyez pas encore membre. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. C'était très agréable de vous voir, et puis à très bientôt. Merci.